Voilà. Donc, sans plus tarder, Patrick, donc, bienvenue pour ce webinaire. Donc, on te laisse la main pour présenter tout ce que tu vas nous présenter cet après-midi. Peut-être te dire un grand merci, oui, voilà, pour Bien sûr, c'est à la fin qu'on dit merci. Ça, vous le ferez à la fin. Vous le ferez à la fin. Responsable de jury et puis en plus, voilà, très, très impliqué dans l'accompagnement des communes. Bien, merci en tous les cas de me laisser intervenir au titre de Ville et Village Fleury. Je me présente un peu, je suis ancien directeur du service espace vert de la ville de Narbonne. Je suis aussi responsable de jury pour Ville et Village Fleury et donc pour le CRTLO. Je suis délégué aussi de l'association des responsables des espaces verts de ville. Voilà. Et je suis intervenant aussi comme formateur au CNFPT et éventuellement consultant en intra. Donc, cette visio, en fait, elle est réalisée sur la base d'une formation de 3 jours que je donne au CNFPT. Donc, nous, là, en 1 heure, et peut-être même si on y revient, on ne pourra pas approfondir certains sujets qui reviendront peut-être sur d'autres visios dans le futur. On ne pourra pas approfondir, par exemple, sur la sécheresse, sur les solutions alternatives, sur les besoins des pantanaux, sur l'arrosage centralisé, sur les végétaux sobranaux. Tout ça, c'est des sujets qui demanderaient plus de développement, comme la gestion différenciée des espaces verts et naturels. Là, aujourd'hui, on est surtout sur l'arrosage optimisé. Et pour faire un arrosage optimisé, en fait, il faut connaître parfaitement sa façon d'arroser et connaître, en fait, votre système d'arrosage, combien il amène de litres ou de millimètres d'eau au mètre carré. Une fois qu'on connaît ça, combien l'arrosage, de façon homogène, amène tant de litres au mètre carré, il faut aussi connaître les besoins de la plante. Puisqu'on en parlera, on sera toujours sur une trilogie, le sol, la plante et le climat avec les températures et tout ça. Mais l'arrosage optimisé, c'est ça, avoir un très bon système d'arrosage. C'est pas pour ça qu'un tuyau n'est pas un très bon système d'arrosage, dans la mesure où on sait combien de temps on met pour remplir un arrosoir, ce qui fait 10 litres au mètre carré. Voilà. Mais il faut... l'arrosage optimisé, en fait, c'est le contraire de ce qui se fait généralement, c'est l'arrosage à pistonné-nas, à vue de nez. Ce qui n'empêche que la pratique de terrain est toujours importante. Patrick, alors, ton PowerPoint n'avance pas, c'est normal? Oui, 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 ah, bon, d'accord. Bon, d'accord, ok. Je vais quand même vous parler de l'histoire de cette eau. Pourquoi aujourd'hui ça devient un gros problème, et surtout pour les zones littorales, et qu'on en parle un peu partout en France. Et ça devient un gros problème à cause du réchauffement climatique, mais ça ne l'était pas avant. Historiquement, ça ne l'était pas. Parce que l'eau était un bien commun qui était gratuit, et c'était souvent les régies municipales qui fournissaient l'eau aux habitants en les faisant payer, mais gratuitement à la commune, puisque c'était le même gestionnaire. Puis après, l'eau a été donnée souvent à des prestataires privés. Donc, les villes payaient un forfait. Qu'on consomme beaucoup ou pas d'eau, la ville payait un forfait sur sa consommation d'eau et ça s'arrêtait là. Depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, tout ça, c'est fini. Voilà, tout le monde paye l'eau et on la paye de 2 façons différentes qui sont importantes pour les espaces verts. On paye l'eau qui est traitée pour qu'elle soit potable et l'eau qui est en station d'épuration pour qu'elle soit redevenue de qualité à aller dans les rivières. Donc, c'est ce qu'on appelle la taxe d'assainissement. Voilà, donc ça, c'est un premier point sur l'eau. Après, qu'est-ce que c'est que l'arrosage? L'arrosage, c'est une opération très simple et qui est due à un jardin. Et on parle plutôt d'irrigation quand on utilise des techniques plus précises, et notamment pour des espaces verts. Donc, je vous ai dit qu'on n'avait pas parlé du climat. Par contre, si, il y a quelque chose qui est très important et que vous connaissez. Vous voyez bien cette bande rouge littorale, hein, et puis après, un climat un peu plus de plaine et tout ça. Donc, aujourd'hui, au niveau des sécheresses, Perpignan et donc les PO sont très impactés, même s'il a neigé ces derniers temps là, sur les Pyrénées, l'Aude et l'Hérault.
Après, quand on remonte, bon, on voit que ça va mieux. Là, je suis dans le Lot. Les champs sont inondés partout. Il n'y aura pas de problème cette année, à mon avis, pour le Lot. Mais non plus sur une grosse partie de l'Occitanie, où ce sera en fin d'été. Mais les PO et l'Aude et l'Hérault sont toujours en crise. On a toujours interdiction d'arroser, puisque les nappes sur les PO, elles ne sont même pas à un quart de ce qu'elles devraient être. Donc, pour voir qu'on est inégal, on est dans des situations inégales en Occitanie, c'est que, par exemple, sur mon village... Pardon ? Attention au micro. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Laissez parler Patrick. Donc, pour voir que l'on est sur une situation géographique qui fait que c'est inégal par rapport au climat méditerranéen, qui d'ailleurs progresse quand même de plus en plus vers les plaines. Et quand on verra dans le Lauragais se planter des vignes, tout le monde pourra s'inquiéter. Mais on sait qu'on a une quantité de pluie qui est à peu près équivalente, sauf sur le climat méditerranéen. Donc, chaque année, il pleut à peu près pareil. Ça n'a pas énormément diminué. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que les pluies sont plus importantes dans la journée, donc il y a plus de problèmes d'inondation, mais la quantité est à peu près la même sur l'Occitanie, sauf le climat méditerranéen. Et après, l'autre problème, c'est qu'on a des températures qui sont supérieures à 25 degrés, et on a 36 jours qui sont supérieurs à 25 degrés depuis 60 ans. Enfin, entre les années 60 et maintenant, il y en a 36 jours de plus avec des températures supérieures à 25 degrés. Et donc, tu avais des nuits caniculaires qui, en général, suivent. Pour vous donner un ordre d'idée quand même des pluies qu'il fait sur l'Occitanie, donc sur Narbonne, il pleuvait de 2003 à 2010 513 mm d'eau, de 2011 à 2023 424. Donc on voit qu'il n'y a pas une grosse diminution, mais légère. Hein. Par contre, entre 2019 et 2023, il n'a plus que 350 mm d'eau en moyenne. Et en 2023, l'année dernière, on n'a eu que 265 mm de pluie. Et cette année, on est parti pour malheureusement avoir peut-être encore moins sous le même système. Il faut savoir qu'à Auch, par exemple, il pleut 650 mm de pluie, mais qu'à Albi, il en pleut 800. Et alors à Rodez, 1100 mm de pluie. Donc voilà, on n'est pas tous situés pareil par rapport à notre situation géographique. L'eau, il faut savoir aussi deux choses. C'est qu'elle se dégrade. C'est-à-dire que comme on a moins d'eau dans les nappes, on perd de sa qualité. Et parce qu'avec ce qu'on y rajoute, que ce soit les pesticides, les engrais, donc on pollue plus l'eau puisqu'il y en a moins, avec les mêmes doses employées. Et puis, il y a la raréfication. Donc, la raréfication de la ressource, elle est due à quoi? Mais je vous l'ai dit, au réchauffement climatique, hein, mais aussi à l'augmentation des besoins. Et notamment, il faut bien se rendre compte que si l'agriculture a des températures plus élevées, elle aura davantage de besoins en eau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ces problèmes aujourd'hui sur l'eau. On va parler des pratiques des villes par rapport à ça. Donc, une des pratiques les plus importantes, c'est quand même l'évaluation de la consommation et le contrôle de sa consommation. Aujourd'hui, nos prestataires, nos fournisseurs d'eau peuvent avoir des compteurs qui nous donnent des relevés presque journaliers, mais en tous les cas sur la semaine. Donc ça nous permet déjà de voir si on a des fuites après compteur, mais ça nous permet aussi d'évaluer sur l'année combien on a consommé d'eau pour les espaces verts. Et ça, c'est très important parce que pour parler de cet arrosage optimisé, il faut connaître sa consommation. On ne peut pas parler de choses que l'on ne connaît pas. Après notre arrosage, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit pour qu'il soit optimisé? Il faut qu'il soit en adéquation avec la gestion différenciée des espaces verts. Alors la gestion différenciée des espaces verts, je vous mettrai 2 ou 3 diapos, mais c'est une gestion différente suivant les usages et la situation. Si on a un gazon de prestige en centre-ville, on l'arrosera beaucoup plus qu'un gazon qui sera d'accompagnement, une pelouse d'accompagnement autour des terrains de sport, où là on pourra mieux arroser. Je vous ai parlé de ce qui est très important aussi, de cette trilogie, climat, sol et plantes. Et je rajouterai un autre élément, surtout pour quelqu'un qui a un Narbonne, le vent.
Il faudra aussi parler de l'arrosage. Pourquoi? Pour quelle strate? On arrose des arbres, on arrose des arbustes, des pelouses, des gazons, des vivaces ou des fleurs. C'est des arrosages qui vont être différents et on ne va pas utiliser le même système. Les systèmes qui existent, le manuel, c'est-à-dire avec le tuyau, mais après on a les automatiques à programmation, automatiques centralisées, c'est-à-dire qu'avec un smartphone, on peut gérer l'arrosage d'une ville entière, hein. Et puis après, on va avoir les arroseurs, donc sprinkler, les gouttes à gouttes, et puis d'autres comme les Zoya, dont j'essaierai de parler si on y arrive. Autrement, on en parlera d'autres fois. Ce qui est important pour avoir un arrosage optimisé, c'est la conception des réseaux d'arrosage. Aujourd'hui, il faut que son réseau d'arrosage soit parfaitement fait dans les règles de l'art pour qu'il puisse donner de l'eau homogène régulièrement sur toute la parcelle. Et puis la maintenance des réseaux d'arrosage, qui est très importante et qui ne se fait pas aussi énormément. On essaiera de... Enfin, ce que font les villes aussi, c'est le paillage. Le paillage, donc, tous les massifs sont paillés. 100% des villes qui ont répondu à une enquête sur les solutions par rapport à l'arrosage, 100% des villes ont répondu qu'ils paillaient leurs massifs. L'amélioration du sol, ben oui, puisque je vous ai parlé de la trilogie, et le sol est l'élément qui va garder l'eau et qui va la restituer à la plante. Donc, il faut l'améliorer pour qu'il fasse cette fonction du mieux possible. Et puis, on verra peut-être les solutions innovantes qui sont employées pour arroser nos espaces verts. Arroser autant que nécessaire et aussi peu que possible. C'est un agent central, c'est ce que l'on doit faire pour optimiser notre arrosage. Donc, ça répète un peu ce que j'ai déjà dit. Qu'est-ce que l'on arrose, pourquoi et comment? Relever les compteurs et traquer les fuites. Un réseau et un arrosage optimisé avec éventuellement un arrosage centralisé qui diminue de 20 à 30% la consommation. Utiliser des solutions alternatives à l'eau potable, ça on ne le développera pas, hein, mais c'est la réutilisation des eaux usées traitées, la récupération de l'eau de pluie, de piscine et de patinoire, des vidanges de canaux, le puisage. Mais attention, parce que toutes ces eaux-là aussi, elles partent quelque part et suivent souvent, par exemple, pour la réutilisation des eaux usées. Et tout le monde est très favorable au niveau du littoral où l'eau va partir à la mer. Mais quand on est sur un village ou une ville où l'eau usée alimente une rivière, là, on se retrouve avec des problèmes écologiques et de biodiversité. Notamment pour une ville comme Perpignan, la réutilisation des eaux usées est mise en cause par justement le bas étiage de la rivière, la Glie, je ne sais plus laquelle, qui passe à Perpignan et qui est loin de la mer. Voilà. Après, on doit avoir une réflexion aussi sur nos terrains de sport. C'est pour ça que j'ai marqué gazon synthétique sur stade. Les terrains de sport consomment 60%, on dit en général les 2/3, des besoins en eau des espaces verts. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir réfléchir. Avant, on faisait des gazons synthétiques parce que l'hiver, il avait trop plu, c'était boueux, donc on ne pouvait pas y jouer. Aujourd'hui, il va falloir faire des gazons synthétiques parce qu'on ne pourra plus les arroser, qu'il faudra économiser de l'eau. Après, il faudra les faire d'une façon aussi un peu plus écologique que de mettre des particules de plastique, peut-être. Voilà, il y a du liège, il y a d'autres moyens pour qu'ils soient plus sains. Rechercher une végétation pour voyage de fraîcheur sans être trop gourmand en eau. Ça, c'est un vrai paradoxe. Je fais des formations sur les végétaux sobranos, les plantes méditerranéennes, les jardins secs. Sauf qu'il vous faut savoir que toutes ces plantes-là, et notamment au niveau des arbres, elles font de l'ombre, mais elles ne rafraîchissent pas. C'est-à-dire qu'elles ne transpirent pas. Donc, si elles ne transpirent pas, elles ne rafraîchissent pas l'atmosphère d'une ville. Voilà. On a de l'ombre, oui. Un pin magnifique, on est bien à l'ombre du pin, mais il ne rafraîchira pas. Et il faut savoir que c'est un problème sur le littoral aussi. Toutes les garrigues et les forêts de pins font que, on a peut-être moins d'orages que sur d'autres raisons. Aujourd'hui, la pratique des villes aussi, on a bien compris que les gazons, il va falloir qu'on les laisse jaunir et qu'on pourra éventuellement ressemer avec des variétés qui sont plus résistantes à l'eau.
Et aussi que nos massifs d'annuels, eh bien, il va falloir réfléchir à un embellissement alternatif et mettre moins d'annuels et garder aussi en adéquation avec la gestion différenciée sur les espaces principaux, un peu de prestige, et utiliser plus d'autres plantes que, enfin, moins d'autres plantes que les annuels pour embellir notre ville ou notre village. Bon, l'objectif qui est donné par le président de la République, c'est d'être à moins 10 pour 2030, alors que les villes, depuis de nombreuses années, font des économies sur l'eau, et depuis 2022, et avant les premiers arrêtés de restriction, quoi. Donc on est là-dessus, bien au-dessus. Ah, juste là, il me manque une diapo, c'est celle-là, j'imagine. Non. Ah. C'est bizarre mon nom. Bon, c'est pas grave, on va aller là-dessus. Donc, comment on va contrôler et évaluer notre consommation en eau? Eh bien, avec les compteurs, le relever en début de saison, en fin de saison et annuellement, savoir ce qu'on a consommé et dans les années passées, dans les années à venir, voir si on arrive à économiser ou pas. Avec les compteurs aussi, on peut détecter les fuites en rajoutant des débitmètres. Si, quand vous avez de l'eau qui part alors qu'il n'y a pas de programmation qui est mise en œuvre, c'est que vous avez une fuite entre votre compteur et votre programmateur et donc vos électrovannes. Ça va permettre aussi de quantifier les économies financières et environnementales qu'on va pouvoir faire. Comment aussi on peut savoir si notre système d'arrosage est optimisé? Eh bien, en vérifiant la pluviométrie, c'est-à-dire en mettant ou des pluviomètres ou éventuellement mettez des gobelets, des verres sur un terrain de sport, vous mettez en marche votre arrosage et vous regardez de l'arrêter quand le premier verre est plein et de regarder les autres à quel niveau ils sont. Si vous avez un verre plein et qu'à 50 mètres, vous avez un verre qui est à un quart de plein, ça veut dire qu'en fait, vous êtes obligé d'arroser pour que celui qui a un quart soit complètement plein. Mais l'autre, vous avez arrosé 4 fois plus pour rien. Donc, il faut à tout prix avoir un arrosage qui soit optimisé pour répartir cette pluie au niveau des sols. Et puis, s'évaluer, c'est progresser et c'est surtout n'apporter que l'eau qui est nécessaire. Là, un exemple pour une ville comme Châteauroux. Châteauroux consomme 3 millions de mètres cubes par an pour la ville. Hein. Pour les espaces verts, c'est 36 700 mètres cubes, soit 1,2% de l'eau distribuée à la ville. Hein. Et pour les espaces verts, en fait, on n'utilise que 73% de ces 36 700 mètres cubes, puisque 27 000 sont utilisés pour les stades. Et je vous dis que les stades prennent énormément d'eau dans les villes et dans les villages. C'est un des points où il vous faudra le faire le plus attention voilà, sur la saison à venir. Et pour le volume utilisé pour l'arrosage massif de fleurs, c'est vraiment minime, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, pour arroser les fleurs, les arbres et les arbustes, on prend 0,3% sur la consommation totale de la ville. Pour la ville d'Albi, par exemple, 3 millions de mètres cubes aussi, et ils utilisent aussi la même quantité, 27 000 mètres cubes, mais sans les stades. Perpignan, eux, sont à 35 000 mètres cubes pour les espaces verts. Donc voilà quelques chiffres pour donner quelques idées de consommation. Alors, j'essaierai de développer dans l'heure qui suit ce qui est l'eau verte, mais en tous les cas, ce qu'on s'est aperçu scientifiquement, c'est que on nous reproche souvent les arbres et d'arroser les arbres. Et en fait, ce qui est faux, c'est qu'un arbre, il produit de la pluie, et c'est ce que veut démontrer cette photo. C'est-à-dire que vous avez une colline où c'est qu'il n'y a rien. Vous y plantez des arbres, ils vont transpirer, donc ça va créer du nuage, ça va repleuvoir, ils vont s'arroser, et ça va permettre aussi de reboiser, de reforester un peu plus haut. Voilà. Donc, un arbre, ayez cet argument en tête que c'est un arbre produit de l'eau. Il la consomme, bien sûr, les premières années pour l'arrosage, mais en fait, il produit de l'eau et il permet d'alimenter les nappes phréatiques et il permet d'avoir des pluies qui vont être plus homogènes. Alors, je vous parle là, voilà une diapo sur le grand méchant loup. C'est les arrêtés de 2023, mais qu'on a eu en 2022, et qui expliquent en fait ce que l'on doit faire suivant la situation où on est.
Voilà. Donc, cet arrêté, aujourd'hui, ils sont comme ça, et il faut qu'on demande des dérogations pour pouvoir arroser des arbres et des arbustes qui ont été plantés en pleine terre depuis moins de 3 ans ou 2 ans. En fait, pour des arbres, il faut décompter 4 ou 5 ans. Mais alors, on comprend que les préfets ne veuillent pas nous voir arroser dans la journée des giratoires par aspersion ou des terrains de sport. Sauf que nous, ce que l'on dit, c'est qu'à un moment donné, si la ville, on ne lui donne pas de l'eau pour arroser ces végétaux qui transpirent, eh bien, la ville a une hygrométrie et a une sécheresse qui peut être inconfortable et qui va amener d'ailleurs des hausses de température et des climatiseurs qui sont beaucoup plus polluants que ce que l'on fait nous. Et quand le préfet dit attention, il ne faut plus arroser les gazons, ils ont raison. Mais attention aussi, parce que sur les gazons, il y a des arbres qui ont été habitués à être arrosés comme les gazons, et qui, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'ils souffrent, certains sont déjà morts, et si on continue l'année prochaine dans les mêmes cadences, on va perdre un patrimoine arboré qui est très important pour la transpiration de la ville. Alors, ces arrêtés, comment on va savoir où les chercher? Eh bien, il y a un site qui s'appelle Vigio, et vous mettez le nom de votre commune ou le nom de votre rue, et il vous dit quelles sont les restrictions qui concernent cette rue. Voilà. Donc, vous tapez sur Internet Vigio, et ça vous donne automatiquement dans quelle situation vous êtes. Donc, aujourd'hui, sur l'avenue de Toulouse, à Narbonne, on est en crise, donc on doit arroser nulle part. Je reviens sur le terme de gestion différenciée que certains de vous connaissent. Donc, c'est la gestion qui prend en compte les caractéristiques géographiques, écologiques et paysagères des différents sites. Leur fréquentation et leur usage, afin d'adapter des interventions d'entretien en préservant l'environnement. La description qui est faite en dessous est à peu près la même chose, en disant qu'on va d'un entretien traditionnel à un entretien qui est plus extensif, dit écologique. Mais il faut donc appliquer 7 entretiens différents suivant les usages, la fréquentation et la situation géographique des sites. Voilà. Donc ça nous donne, là c'est peut-être plus explicite, ça nous donne, on va classer nos espaces verts suivant un code qualité qu'on appelle. Donc bien sûr, les codes 1, c'est les sols sportifs, c'est aussi les terrains, les sols prestiges, c'est là où on va mettre le plus d'entretien. Et on va définir chaque fois l'entretien qu'on va y mettre, éventuellement même le fleurissement que l'on va mettre sur ces espaces-là. Donc, bon, il y a plusieurs choses comme ça. Voilà, il y a des trucs un peu plus sympathiques aussi, un peu plus fleuris pour expliquer au grand public quel est l'arrosage, quelle est la gestion différenciée, hein, et pour expliquer pourquoi on gère différemment, mais parce que devant sa porte. Ce qui n'empêche que si on est sur de la gestion d'espaces verts participative, la personne va aussi travailler devant sa porte d'une façon un peu plus prestigieuse. Chose très importante, c'est que cette gestion différenciée, on doit l'appliquer aussi sur notre consommation en eau. Parce que, bien sûr, là où on va être sur un code qualité 1, on va pouvoir peut-être conserver des gazons, mais là où on va être sur un code qualité résidentielle ou d'accompagnement, les gazons seront jaunes, donc on pourra supprimer l'arrosage et expliquer pourquoi on supprime l'arrosage. Donc j'espère que cette gestion différenciée, éventuellement, ça peut faire l'objet d'autres visios, mais que voilà, vous aurez ces quelques notions. C'est des choses qui sont généralement évaluées dans les critères des villes et villages fleuris. Un autre point important, c'est les îlots de fraîcheur urbains. Donc aujourd'hui, ce que l'on aperçoit, c'est qu'avec le réchauffement climatique, sur les espaces minéralisés, avec des albédos, c'est-à-dire des matières réfléchissantes, non réfléchissantes comme des enrobés-noirs, on a des îlots de chaleur. Et il faut combattre ces îlots de chaleur en faisant des îlots de fraîcheur. Le meilleur moyen, c'est l'arbre. L'arbre avec des arbustes. Autre moyen, ça peut être aussi la désimperméabilisation. Mais aujourd'hui, ces îlots de chaleur sont
sont intenables dans les villes et permettent aussi, causent aussi des problèmes de nuit caniculaire. Alors, l'arrosage est-il toujours nécessaire? On l'a vu, suivant la gestion différenciée, non, il n'est pas toujours nécessaire. Et depuis 2 ans, il y a des réseaux d'arrosage et des compteurs qui sont supprimés, puisque c'est des endroits où la gestion différenciée a modifié les pratiques d'entretien et où on n'a plus besoin d'arroser. Donc, il faut mettre en place une gestion différenciée de l'eau, savoir le besoin le plus important, c'est quand même sur les centres urbains minéralisés. Et plus on va vers les espaces naturels, il y a un rafraîchissement qui est un peu plus naturel parce qu'il y a plus d'arbres, plus d'ombrage. Mais les îlots de chaleur sont vraiment dans les zones urbaines du centre-ville. Je vous ai parlé de cette trilogie, climat, sol et plantes. C'est quelque chose qui est très important. L'arbre, en fait, il transpire, et comme il transpire et qu'à côté de lui, il y a le sol aussi qui a une évaporation de son humidité, on parle là d'un phénomène important qui est l'évapotranspiration potentielle. Cette évapotranspiration potentielle va vous dire que sur un couvert de gazon, un sol engazonné, en fait, il perd tant de litres au mètre carré par jour. Donc, c'est une notion très importante qui permet de connaître le besoin d'un gazon en litres au mètre carré par jour, et ce qu'il faut compenser. À côté de ça, bon, on a la pluie et l'arrosage qui sont de la pluviométrie, et faire attention que ça ne ruisselle pas, mais que bien ça s'infiltre, et que en infiltration aussi, pour ne pas avoir de percolation, qu'on ait de la rétention. Donc la rétention, elle se fait sur l'eau utile, et dans cette eau utile, on a une partie qui est en général un tiers de l'eau utile, qui s'appelle la réserve facilement utilisable. Cette réserve facilement utilisable, vous pouvez essayer de la chercher, vous, suivant votre sol, mais le mieux, pour un moindre coût, c'est quand même de faire une analyse de sol sur les terrains de votre commune qui va vous expliquer tout ce qui manque à votre sol ou tout ce qu'on pourrait y amener, mais aussi qui va vous dire quelle est cette RFU. Cette RFU est importante puisqu'en fait, quand on va arroser, on va remplir uniquement cette RFU, puisqu'après, on va avoir de l'eau qui va être soit difficilement utilisable, soit qui va percoler et qui ne va plus être utile. Alors, on peut avoir des remontées, mais ce n'est pas sur cela que l'on compte. Donc, c'est pour ça que l'on va à tout prix essayer de remplir cette RFU. Et c'est elle qui va nous dire aussi de peut-être modifier les fréquences. Les fréquences, c'est-à-dire, on sait que la RFU se remplit par tant de litres au mètre carré, et quelle fréquence on va avoir pour pas qu'elle percole. C'est-à-dire s'il faut arroser une fois dans la journée, ou une fois tous les 2 jours, ou on va en mettre peut-être 2 arrosages dans la journée, en sachant que ce sera la même quantité qu'une fois, mais elle ne percolera pas, on utilisera comme il faut l'eau que l'on a amenée au sol. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur les sols aussi, est-ce qu'il faut les remplacer ou les améliorer? De plus en plus, sauf dans des villes où les sols sont pollués, où ils sont trop compactés et tout ça, mais on va essayer d'améliorer son sol, le sol en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le sol aussi que la plante les racines vont trouver après, la pousse, après quand elles seront sorties de la fosse, mais on va essayer de l'améliorer, et surtout en apportant de la matière organique. Alors, ça peut être du fumier décomposé, du compost, voilà, de l'amendement organique aussi que l'on peut acheter, mais on va améliorer son sol comme ça. On va essayer d'aérer le sol aussi sans trop le bouleverser pour garder la vie dans ce sol. Aujourd'hui, de plus en plus, on rajoute des produits qui sont de la mycorhize, qui sont en fait un champignon, qui se colle aux racines un peu comme la truffe, et qui permettent aux racines de mieux prendre l'eau, de mieux se l'approprier. Voilà, ça fait une symbiose au niveau du sol entre les éléments du sol et les racines, et donc après l'arbre. Donc, de plus en plus, on met des mycorhizes à la plantation. Il y a un produit aussi qui s'appelle l'hydrorétenteur, qui est un polymère, donc un produit chimique, qui est dit biodégradable au bout de 4 à 5 ans,
et qui permet, en fait, c'est un produit qui ressemble à du sel. Quand on le met au contact de l'eau, il se gonfle comme des bonbons de gélatine, hein, aussi gros, et en fait, il restitue l'eau au sol petit à petit. Ce qui fait qu'on a besoin d'y aller moins souvent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrose, qu'on fait des économies. On va arriver peut-être à faire 10% d'économie d'eau, mais surtout, on va être moins présent avec le tuyau sur l'arrosage. Aujourd'hui aussi, ce que font les villes, c'est privilégier les plantations avec différentes strates. C'est-à-dire que quand on va planter, on va essayer de planter de moins en moins des arbres en isolé. On va essayer de les planter avec des arbustes en dessous, avec des vivaces en dessous, pour créer un écosystème en fait qui va se mettre en symbiose et qui va se protéger l'un l'autre. C'est pareil, de plus en plus, on change de culture au niveau des plantations d'alignement et on va diversifier les végétaux et les espèces sur les plantations d'alignement, de façon à ce que si on a un problème phytosanitaire, eh bien on l'est que sur un arbre et pas sur tout l'alignement. Les villes aussi travaillent sur la végétalisation des pieds d'arbres. Donc ça aussi, quelque chose de très important, même si ce n'est pas facile à faire, pour pouvoir conserver l'eau au niveau des sols et au niveau des arbres. Donc voilà aussi une autre diapo qui explique un peu comment le sol et l'eau fonctionnent avec le sol et la plante. Donc ce sol, c'est une donnée qu'il faut améliorer et on peut l'améliorer quand on connaît son analyse par rapport à la structure, à la matière organique, puis après en le regardant aussi, notamment s'il y a de la vie, avec des lombriques, des champignons blancs que l'on peut retrouver en travaillant ces sols. Ça, c'est très intéressant. Bon, l'analyse vous donnera aussi l'acidité du sol et, comme je vous l'ai dit, sa RFU. Quel type de végétal on veut arroser? Alors, je suis désolé. Le type de végétal qu'on va arroser, on va arroser différemment suivant le type. Hein. On ne va pas arroser un arbre comme on arrose un arbuste, comme on arrose une annuelle, ou une vivace méditerranéenne, ou une prairie. On voit bien que c'est des plantes qui ont besoin de choses différentes, hein, de besoins différents pour chaque plante. Donc, nous allons avoir aussi une pratique. Là, je vous ai mis des photos de gazon et de plantes qui remplacent un peu le gazon. Aujourd'hui, on trouve des mélanges qui sont plus résistants à la sécheresse, hein, avec du kikuyu, avec du cynodon. Les ozianons, c'est une plante un peu à part, mais avec de la fétuque élevée et où on va rajouter du régras pour avoir une touche verte au départ et qui va empêcher la levée des mauvaises herbes. Mais voilà, donc on va peut-être aussi avoir des solutions alternatives au gazon pour moins les arroser, avec les difficultés qu'on va avoir. Ce que l'on va faire aussi, on va tondre les gazons plus haut. Plus on les tend, plus les gazons que l'on rase, en fait, on les fait s'ouvrir et ils vont jaunir davantage et ils vont rapidement devenir de la terre battue. Donc, voilà, c'est une pratique qui permet de moins arroser et de garder de la fraîcheur au niveau des sols des gazons. Quelles plantes pour résister aux sécheresses qui nous sont arrivées et qui continueront certainement l'été prochain? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est sur le littoral. On nous parle de plancton local. C'est une très bonne chose de planter local, même si c'est un contexte un peu difficile et qu'on ne trouve pas aujourd'hui trop de pépinières et de végétaux locaux, puisqu'il y a quand même une procédure où on ramasse de la graine dans la nature, en Occitanie, mais même c'est en plaine d'Occitane ou en montagne occitane, cette graine-là, on l'a fait pousser, et au début, c'était pour planter d'autres espaces naturels, et aujourd'hui, on nous demande de l'implanter aussi en ville. Moi, je trouve que c'est très bien pour les espaces naturels. En ville, c'est un peu plus compliqué parce que les conditions, les contraintes sont différentes, et notamment par rapport à la chaleur. Vous savez très bien qu'une ville a 4-5 degrés de plus que les espaces naturels qui sont à côté. Puis il y a des contraintes par rapport à la minéralisation des villes qui fait que voilà, les végétaux locaux, il n'y a pas trop d'offres et c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, il faut en avoir. Hein. Bon, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut avoir des végétaux locaux, il faut avoir des plantes méditerranéennes qui vont elles résister, mais qui ne transpireront pas. Et il faut avoir un peu les arbres que l'on avait d'ornement, toujours continuer à en planter. Et je dirais même qu'il faut aussi avoir des plantes exotiques parce qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait.
Ce que moi je constate, c'est qu'en 3 ans, il y a eu un bouleversement très important. Alors vous, peut-être, vous le constatez moins parce que vous n'êtes pas sur le littoral, mais je peux vous dire que mes collègues de Béziers, mes collègues de Montpellier, un peu moins, mais, et surtout mes collègues de Perpignan, voilà. On voit que nous, on a moins de pluie, ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste d'Occitanie, mais et on a des températures qui sont plus élevées, voilà, même si la mer est à proximité.